Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 21 novembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la rencontre la semaine dernière entre Joe Biden et Xi Jinping en Californie, une rencontre scrutée de près qui visait avant tout à stabiliser les relations entre la Chine et les États-Unis. Nous irons ensuite dans le Pacifique pour nous intéresser à la situation politique dans l'archipel du Vanuatu, qui vient de passer une période d'instabilité politique comme le pays en connaît depuis 3 ans. Nous resterons ensuite dans la région pour nous pencher sur la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en particulier dans la province d'Anga, qui est depuis quelques jours le théâtre de violences sur fond d'élections. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Indonésie, où plus de 500 réfugiés Rohingyas ont accosté sur la côte de la province d'Aceh après plusieurs semaines en mer. Mais revenons d'abord sur la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, qui s'est tenue mercredi dernier au domaine Filoli, à 40 km au sud de San Francisco, dans l'État de Californie. Cette rencontre très attendue entre les deux dirigeants était la première depuis 1 an et visait principalement à afficher une volonté commune de stabiliser les relations bilatérales, précédemment trop axées sur la rivalité et la compétition et entacher de nombreux désaccords sur le plan politique. Les deux présidents ont voulu afficher une sorte de retour à la normale, Xi Jinping affirmant notamment que la planète était assez grande pour que les deux pays prospèrent, et ajoutant même que pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, se tourner le dos n'était pas une option. De son côté, Joe Biden a insisté sur la nécessité de maintenir les lignes de communication ouvertes entre les deux pays, notamment entre lui et son homologue chinois. L'agence de presse chinoise Xinhua, dont les articles reflètent étroitement les positions officielles de l'État chinois, a indiqué dans un article daté d'aujourd'hui que, je cite, « le voyage de Xi aux États-Unis était largement considéré comme ayant permis de renforcer la stabilité des relations bilatérales sino-américaines, d'insuffler un nouvel élan à la coopération Asie-Pacifique et d'injecter une énergie positive dans le paysage international et régional ». Le dirigeant chinois a nié l'existence d'un plan d'invasion de Taïwan en 2027 et Xi Jinping a ajouté que la question de Taïwan était la plus grande menace pesant sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Parmi les avancées associées à la rencontre, on peut notamment citer le rétablissement des échanges militaires, interrompus après la visite à Taïwan en août 2022 de la présidente de la Chambre des représentants américaine de l'époque, Nancy Pelosi. Mais parmi les points qui continuent d'empêcher un réel apaisement des relations bilatérales demeure la question de Taïwan. Joe Biden a rappelé lors de l'entrevue, qui a duré environ 4 heures, l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que celle du statu quo, tout en demandant à la Chine de respecter le processus électoral à Taïwan. Xi Jinping a quant à lui déclaré que Pékin espérait une réunification pacifique avec Taïwan, tout en posant les conditions d'un éventuel recours à la force et en déclarant que la Chine, je cite, « à un moment donné, devra s'orienter vers une solution globale au problème ». Le dirigeant chinois a aussi demandé aux États-Unis de cesser d'armer Taïwan, tout en assurant qu'ils n'attaqueraient pas Taïwan par la force en 2027 ou en 2035, mais que la réunification était, je cite, « inévitable ». Au Vanuatu, le Premier ministre Charlotte Saluai, en poste depuis le mois dernier, vient d'échapper à une motion de censure déposée contre lui le 9 novembre par 29 députés, menée par le vice-chef de l'opposition et député de Luganville, Mark Hattie. La motion de censure, qui réunissait une majorité de députés et menaçait donc sérieusement le Premier ministre, devait être débattue une semaine plus tard, le 16 novembre. Les députés signataires de la motion de censure reprochaient à Charlotte Saluai une mauvaise gestion de la compagnie aérienne Air Vanuatu, la nomination d'un député visé par une enquête pour corruption ou encore sa non-participation au 52e sommet du Forum des îles du Pacifique qui s'est tenu aux îles Cook début novembre. Mais le Conseil des ministres du Vanuatu avait demandé au président de la République Nikenike Vurobaravu
de dissoudre le Parlement, ce qui aurait conduit à de nouvelles élections à peine plus d'un mois après l'entrée en fonction du nouveau chef du gouvernement. Notons que l'archipel a connu 4 premiers ministres en l'espace de 3 ans seulement, et il faut savoir que Charlotte Salwai est lui-même arrivé au pouvoir après que le gouvernement de Satu Killman a été renversé le 6 octobre dernier par une motion de censure votée à 27 voix contre 0. Une instabilité politique qui nuit au pays, qui tente tant bien que mal de récupérer après les 3 cyclones qui ont touché l'archipel au cours des 7 derniers mois, le dernier en date, Lola, datant d'à peine 3 semaines. Ce cyclone, qui a touché terre le 26 octobre 2023, a endommagé maisons, écoles, infrastructures, plantations et routes, rendant certaines des communautés les plus touchées inaccessibles à l'aide extérieure, dont certaines se remettaient à peine des 2 cyclones précédents. Plusieurs dizaines de milliers de personnes attendent encore l'aide financière promise par le gouvernement pour compenser les dommages des cyclones, mais l'interruption du Parlement empêchait de voter les textes permettant la distribution de cette aide. Mercredi dernier, la dissolution a finalement été évitée grâce à une rencontre lundi entre le président et les dirigeants des différents partis politiques, le président menaçant de dissoudre le Parlement si aucun accord n'était trouvé. L'opposition a finalement retiré sa motion de censure et s'est mise d'accord pour discuter de la manière de voter plusieurs textes, notamment celui de la loi de financement pour l'année 2024. Le jeudi, une marche a été organisée pour protester contre l'instabilité politique et, le lendemain, les anciens premiers ministres Ismaël Kalsakau et Bob Laufman, aujourd'hui membres de l'opposition, ont demandé pardon à la population pour cette tentative de renverser le gouvernement, déclarant qu'ils auraient dû plutôt se concentrer sur la gestion des dommages causés par les cyclones. Notons que le président a déclaré qu'il ferait voter une loi sur l'enregistrement des partis politiques au sein du Parlement afin d'interdire aux députés de changer de camp sous peine de perdre leur siège, un texte qui vise justement à répondre à cette instabilité politique chronique au sein du Parlement ni Vanuatu. Le quotidien papou-néo-guinéen Post-Courrier a rapporté que les districts de Wapenamanda et de Wabag, dans la province d'Enga, avaient été déclarés zone de guerre suite à des violences qui ont éclaté sur fond d'élections partielles il y a quelques jours. Les tensions ont débuté mardi dans la ville de Wabag avec des manifestations de plus de 100 personnes dans la circonscription de Lagaïp après que le lieu de comptage des voix a été changé. Benal News a indiqué qu'il y avait eu des affrontements entre les soutiens armés d'un candidat avec les forces de sécurité qui gardaient un bureau de comptage de voix, faisant 1 mort et 3 blessés selon Georges Kakas, commandant en chef de la province des Hautes-Terres. Un bilan qui est depuis passé à 4 morts. Le vote s'était déroulé dans le calme, mais les violences ont éclaté lors du transport des bulletins vers la capitale de la province, la ville de Wabag, un groupe souhaitant que le décompte ait lieu sur place, à Wabag, et un autre insistant pour qu'il ait lieu à Goroka, dans une autre province. Les personnes armées ont attaqué le village du gouverneur de la province d'Enga en brûlant plusieurs de ses maisons, avant d'être dispersées par les forces de sécurité. Par ailleurs, Newman Wailio, responsable de l'organisation des élections sur place, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, a présenté sa démission suite à des intimidations et le décompte des voix a été interrompu. Selon le quotidien Post-Courrier, le comité de l'ordre de la paix dans la province d'Enga, réuni mardi dernier, a proclamé un couvre-feu d'1 mois afin de contenir les conflits tribaux et de maintenir l'ordre. L'administrateur Sandy Saka a publié une circulaire qui comprend, en plus du couvre-feu, des restrictions concernant les déplacements dans la ville de Wabag, des mesures entrées en vigueur mercredi. Mais ces dernières n'ont pas empêché, malgré la reprise du décompte samedi, l'éclatement de nouvelles violences hier après-midi, lorsque plusieurs hommes armés sont arrivés à l'école primaire de Wabag, où a lieu le décompte, et ont tiré plusieurs coups de feu. Le décompte a de nouveau été interrompu et du personnel de sécurité est arrivé en renfort depuis la province voisine de Ela. Notons que la province avait déjà été sous le coup d'un couvre-feu de 3 mois qui avait pris fin le 25 octobre dernier et qui avait été mis en place suite à des violences intervenues en août dernier et qui avait causé la mort de plusieurs personnes mutilées et traînées dans la rue. En juillet 2022 également, des violences survenues sur fond d'accusations de fraude électorale lors des élections nationales avaient causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Cité par le quotidien Post-Courrier, le député de Wabag, Lino Tom, a appelé au calme et au respect du processus électoral, déplorant le fait que les violences étaient, je cite, « un mal non nécessaire que les résidents de Wabag devaient supporter à chaque élection ».
Plus de 800 réfugiés Rohingyas sont arrivés la semaine dernière sur des plages de la province d'Aceh, dans l'extrême ouest de l'archipel indonésien, au terme d'un périlleux voyage en mer à bord d'embarcations en très mauvais état et surchargées. La plupart ont quitté des camps de réfugiés surpeuplés du Bangladesh, où plus de 700 000 Rohingyas ont fui des campagnes de nettoyage ethnique menées par l'armée birmane au Myanmar, où l'État ne les reconnaît pas comme des citoyens mais comme des Bangladais vivant illégalement sur le sol birman. Plusieurs bateaux transportant au total plus de 800 personnes ont accosté sur des plages dans la région d'Aceh en l'espace d'une semaine. 3 bateaux sont ainsi arrivés dimanche, dont un transportant 256 personnes qui a d'abord été rejeté à 2 reprises par les locaux d'Aceh Utara qui refusaient que les passagers débarquent. Les réfugiés à bord, dont 110 femmes et 60 enfants, ont finalement pu toucher la terre ferme dimanche dans le district de Bireuen. Pourtant, le nombre total de réfugiés Rohingyas demeurant dans la province d'Aceh à plus de 1000, répartis officiellement dans 6 camps. Mais l'Indonésie n'est pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et ne prévoit pas d'accueillir ces personnes à long terme. Du reste, les habitants des villages d'Aceh qui ont accueilli les bateaux de réfugiés ont fourni de l'eau et de la nourriture, mais sont plutôt opposés à l'idée que ces personnes restent sur place et souhaiteraient qu'elles repartent en remontant dans les bateaux qui les ont amenés sur ces plages. Il faut savoir que des milliers de réfugiés Rohingyas risquent leur vie chaque année pour tenter la traversée et quitter les camps de réfugiés du Bangladesh où ils ne voient pas d'avenir. La plupart cherchent à se rendre en Malaisie et l'Indonésie n'est souvent qu'un lieu de passage pour leur voyage désespéré. L'année dernière, près de 200 réfugiés Rohingyas sont morts ou ont été portés disparus en mer lors de ces traversées, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La présidente de la Commission nationale contre les violences faites aux femmes en Indonésie, Andi Yentriani, a demandé au gouvernement indonésien d'apporter immédiatement de l'aide aux réfugiés qui sont actuellement toujours à la dérive dans les eaux au nord d'Aceh, affirmant qu'il y avait parmi les passagers à bord une majorité de femmes et d'enfants. Elle a également appelé de manière plus générale à une meilleure politique d'accueil par le gouvernement indonésien, insistant sur le fait que l'Indonésie n'était souvent qu'un lieu de transit de ces réfugiés vers un pays tiers. L'agence onusienne des réfugiés a aussi demandé à l'Indonésie d'accueillir les bateaux, mais ce dernier renvoie la responsabilité aux pays voisins. Ainsi, cité par le quotidien indonésien Kompas, le porte-parole des Affaires étrangères Lalu Muhammad Iqbal a déclaré que de tels incidents continueraient à se produire tant que la racine du problème n'était pas résolue, à savoir le problème Rohingya au Myanmar. Le porte-parole a ajouté que l'Indonésie n'était pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et n'avait donc aucune obligation à s'y conformer, avant d'ajouter que le pays offrait un abri temporaire pour des raisons humanitaires, mais qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une solution permanente. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.